Bonjour Christine. Bonjour Marie-Christine. Aujourd'hui, on aurait voulu parler des modèles internes opérants. Donc, qu'est-ce que sont les modèles internes opérants? Donc, les modèles sont ceux que les parents vont donner à l'enfant. Donc, dans une relation, tout le monde sait qu'il y a une volonté de pouvoir écouter l'autre et pas seulement avoir raison, et que l'importance de pouvoir écouter l'autre va pouvoir permettre un dialogue agréable entre le couple ou entre les parents et les enfants. À partir du moment où les enfants sont dans un milieu où systématiquement c'est un des deux qui prend le ton, et je vous montre le ton pour bien l'exprimer, si on est en train de parler avec un ton élevé, inévitablement il y a un qui va dominer et l'autre qui va se soumettre. Donc l'enfant, en voyant ces modèles opérer, à un moment donné, dans sa vie, même peut-être déjà à l'adolescence, il va reproduire la manière dont il a vu se construire le lien entre les adultes. Donc il est donc important de pouvoir comprendre que chaque enfant observe et enregistre les mécanismes relationnels entre les adultes. On s'est rendu compte que la sensibilité d'un enfant va aussi se programmer, je vais dire, dans des aspects corporels. Donc, c'est-à-dire que l'enfant, pour ne pas ressentir justement le conflit qui a lieu dans son milieu entre les adultes, risque de se figer. Ce figement va le couper de toute sensibilité. Donc c'est un mécanisme de défense. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer en particulier comment justement ces violences verbales et ces violences dans le milieu va perturber finalement l'enfant dans sa façon de fonctionner dans la relation? Oui, oui, c'est l'enfant par sa sensibilité qui est au niveau de la neuroception. Donc notre système nerveux capte les informations, qu'elles soient verbales ou non verbales. Tout ce qui est en rapport avec la violence sera capté dans notre système nerveux qui perçoit avec cette violence verbale ou psychologique de l'insécurité dans le corps. L'enfant se sent en insécurité et donc à ce moment-là, c'est le cerveau reptilien qui déclenche les comportements de survie, donc le figement. Et donc à ce moment-là, le corps s'insensibilise pour se protéger finalement. C'est un mécanisme de défense qui aide l'enfant à survivre face à un milieu qui est violent, que ce soit dans la parole ou dans le non-verbal. Donc le silence aussi peut être désapprobateur et violent. Et donc ce ne sera pas une soumission volontaire, c'est une soumission qui vise à se protéger, un peu comme la tortue qui rentre sa tête dans sa carapace pour se protéger. Et donc le problème, c'est que ça réduit l'enfant à un état d'impuissance, à prise, et qui risque de se répéter à l'âge adulte et donc d'attirer des prédateurs. Donc on voit effectivement certains couples qui disent non, on ne se dispute pas du tout, d'ailleurs on ne se parle même plus, mais le silence dans un couple est perçu comme une déficience chez l'enfant. L'enfant n'a pas les mots pour l'expliquer, mais il ressent quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas agréable parce que tiens, les parents sont silencieux, ils sont dans la même pièce, ils ne se parlent pas. C'est pas de l'harmonie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on se tait, on dit plus rien, mais ce n'est pas un climat harmonieux en tous les cas pour l'enfant. Donc un enfant qui ressent ce genre de conflit interne est déjà contaminé par ce manque justement de dialogue. Donc il est important de pouvoir comprendre que seul le dialogue permet une relation et l'écoute sans vouloir prendre le pouvoir de sur l'autre. Et dans le cas de colère, on aurait tendance à vouloir avoir raison. Donc il y a une montée du stress qui va se produire dans la relation, et on n'appelle plus de la communication, on apprend plus vite à l'enfant à prendre le pouvoir de l'un sur l'autre en élevant le ton. Donc ça produit malheureusement, comme disait Christine, du stress dans le cours de l'enfant. Et à l'âge adulte, il va reproduire ce mécanisme qu'il aura appris par les modèles internes opérants, donc ce que l'enfant enregistre dans son milieu, ce type de relation sans empathie, sans écoute. Et on sait que l'empathie, c'est le terreau justement de toute relation qui se veut de qualité. C'est sûr. Mais si l'enfant a
plutôt choisi l'identification à l'agresseur, c'est-à-dire que son cerveau reptilien a mis en place des comportements de combat qui ressemblent à ceux de ses parents, eh bien, il va lui aussi entrer dans des rapports de force où il voudra avoir raison, où il aura comme croyance limitante bah, qu'il faut se battre pour survivre, il faut faire des efforts et la vie est dure et il faut, je dois, avec une psychologie du mérite qui l'amène finalement à toujours être dans l'agressivité et donc à perdre sa capacité d'empathie pour la souffrance de l'autre et pour sa propre souffrance. Donc c'est une autre forme d'insensibilité que celle de la partie figée, mais qui amène finalement au même résultat, c'est-à-dire une difficulté à dialoguer. Donc l'absence d'empathie finalement mène à de fâcheuses conséquences par rapport, je vais dire, au modèle justement que l'enfant reçoit. L'empathie dans notre culture est assez banalisée puisqu'il y a, on le voit de plus en plus, ces prises de pouvoir de l'un sur l'autre. Et j'aurais voulu justement que tu expliques les conséquences du manque d'empathie dans un schéma relationnel. Mhm. Notamment, je pense par exemple à des jeunes filles ou des jeunes hommes qui vont aller rechercher le modèle du père ou de la mère en fonction du sexe et ils vont inévitablement reproduire ce même schéma de manière inconsciente parce que c'est ce qu'il aura appris l'enfant. Donc, Ouais. comment est-ce que tu pourrais définir ça mieux? Donc l'empathie, c'est peut-être à définir d'abord, c'est la capacité à prendre en soi l'énergie, le ressenti perçu au niveau du vécu de l'autre, et donc une capacité à se mettre à la place de l'autre sur le plan cognitif aussi. Donc on a l'empathie émotionnelle, l'empathie cognitive, et donc sans cette empathie, il est très difficile de dialoguer, puisque le dialogue, c'est un échange où on est à la fois à l'écoute du ressenti, de l'émotion, des besoins de l'autre, mais aussi à l'écoute de son ressenti, de ses émotions, de ses propres besoins. Et dans cette écoute mutuelle, on cherche à se comprendre, on cherche à trouver un terrain d'entente pour que les besoins de chacun soient satisfaits. Mais sans cette empathie, on ne peut pas se connecter au ressenti de l'autre ou à son propre ressenti si on n'a pas d'empathie pour soi, et on va plutôt vouloir imposer alors ses propres croyances, sa volonté. On entre dans les rapports de force, les jeux de pouvoir, et dans les familles perverses narcissiques, c'est vraiment ça qui règne, hein. Donc sans cette empathie, on est dans des rapports de force et c'est la loi du plus fort. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait destructeur pour la relation et pour soi-même finalement. Et il y a aussi ce point d'attention que j'attire par rapport à des personnes qui savent très bien faire du mimétisme émotionnel et du mimétisme de l'empathie. Donc c'est une fausse empathie. Comment est-ce qu'on l'observe? C'est-à-dire qu'il est empathique, la personne va savoir être empathique avec la personne qui veut s'approprier. Par contre, si on observe cette personne, elle ne sera pas du tout empathique avec les personnes dans le milieu qui ne lui correspond pas, en tous les cas qui n'attend rien. Et il y a, je vais dire, cette forme d'opportunisme qui s'installe dans la relation, c'est-à-dire que la personne qui ne sait pas rentrer dans des climats empathiques avec son milieu et qu'on observe, tiens, il est empathique avec une seule personne, il y a ce facteur d'opportunité, hein, mais c'est de la manipulation quelque part. Hein. Ben oui, donc c'est une fausse empathie parce que dans ce cas-là, c'est une sorte de jeu de rôle, hein. Donc la personne fait semblant d'écouter, fait semblant de s'intéresser, mais en réalité, c'est de l'opportunisme, c'est pas un véritable intérêt pour la personne de l'autre, hein. D'ailleurs, l'écoute, c'est souvent à ce moment-là, c'est une fausse écoute. On a déjà une idée derrière la tête, on n'écoute pas vraiment ce que l'autre sent, ce que l'autre pense et dit. On est plutôt dans la stratégie. Exactement, et maintenant, ça piège certaines personnes qui sont dans le trop d'empathie. Donc finalement, elles vont se projeter de manière empathique envers la personne qui peut être tout à fait démunie d'empathie.
et la personne essaye par tous les moyens d'essayer de rentrer en empathie avec une personne qui n'a pas cette propriété-là innée, et elle va s'épuiser dans son empathie à essayer de faire comprendre des choses à la personne qui est en face ou communiquer avec une personne qui est fermée. Euh, voilà, l'empathie commence, je vais dire, par soi-même, et pour pouvoir être, je vais dire, en lien empathique avec l'autre personne. Donc, si vous voyez qu'une personne est fermée, sans empathie, c'est simplement qu'elle ne veut pas créer de lien. Ouais, Et à côté de ça, ben, vous avez des personnes qui vont donner, 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 et vont s'épuiser parce qu'elles savent très bien quelque chose qui ne va pas, donc elles vont essayer de faire fonctionner la personne en face de soi dans l'empathie. Si la personne a décidé de ne pas être empathique, voilà, c'est pas seulement une décision, c'est des mécanismes de l'autre personne a pris dans l'enfance également. Hein. Oui, hein, donc ça vient de l'enfance. C'est quand l'enfant n'a pas eu suffisamment le soutien d'un parent et a été dominé par un autre parent. Et donc, il va choisir il a besoin de protection. L'enfant, c'est un des besoins très importants, c'est le besoin de protection. Et donc, il va chercher la protection du parent dominant. Et il va confondre cette domination avec de la protection et donc s'identifier à ce parent dominant en croyant qu'il reçoit la protection. Mais la protection, elle va de pair avec la sécurité. Or, la domination crée de l'insécurité chez l'enfant. Donc là, c'est quelque chose qui est tout à fait mal perçu, mal compris. Et parfois, c'est des années plus tard qu'on s'en rend compte. Hein. Donc, la protection véritable, c'est la protection qui sécurise l'enfant. Mais les enfants qui ne l'ont pas compris, ben donc, recherchent la protection du parent dominant et s'identifient aux caractéristiques dominantes de ce parent. Et ça peut aller jusqu'à l'aliénation parentale. Et donc, c'est pour ça qu'on voit parfois des mécanismes de personnes. Je pense que c'est plus la femme qui va rechercher la sécurité chez l'homme, pensant atteindre ce climat de sécurité chez des hommes, parfois des personnes très puissantes, puisque notre culture, elle prône quand même toute cette, sur ce point de vue, ça peut être financier, ça peut être du point de vue de la force, ça peut être du point de vue de la domination. C'est des caractéristiques qui ne vont pas du tout être protectrices en soi. Vous n'allez pas vous sentir rassuré dans un milieu où il n'y a pas de dialogue, et vous allez penser retrouver de la protection chez une personne qui ne vous met pas du tout dans ce sentiment de sécurité. Ça vient de la petite enfance finalement. Ouais, ce sont des modèles obtenus. Je pense notamment à un exemple d'une maman très dominante où il faut vraiment répondre à ses critères. Mais la dame, peu importe son âge, va répéter effectivement cette même type de fonctionnement avec le compagnon. Donc on n'est pas toujours conscient que ça vient de la petite enfance, de nos modèles internes opérants. Donc c'est une caractéristique fréquente. Hein. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Alors de là, je voudrais quand même préciser que le rôle parental, c'est de sécuriser l'enfant de manière émotionnelle, c'est d'apporter de l'affection à l'enfant, mais quand on dit l'affection, c'est aussi avoir un juste curseur. Pourquoi? Parce que trop mettre son enfant sur un piédestal, qu'est-ce qui va se passer chez un enfant qui a toujours été mis en valeur, c'est le plus beau, c'est le plus fort, il n'a aucune faille, alors qu'on sait qu'on a tous des failles. Mais l'enfant, quand il va être en surprotection, il va à un moment donné rechercher dans ses relations d'adulte à adulte ce même sentiment de se sentir valorisé, alors qu'à un moment donné, ben là, c'est là qu'il va se rendre compte que tout le monde ne va pas le valoriser comme la maman aurait pu le faire dans l'abus justement de sécurité. Donc la parentalité, c'est surtout une histoire de curseur. Ne pas regarder son enfant, ne pas être sensible à ce que l'enfant vit, ne pas être sensible à ce qu'il ressent. Un enfant qui tombe et qu'on lui dit ben non, tu n'as rien. Et si, il a eu un choc émotionnel, il s'est senti
il se sent bête d'être tombé, par exemple. Mais non, l'enfant, mais non, il n'est pas bête d'être tombé. Il est comment apeuré parce que ben voilà, il s'est fait mal. Mm. Et ce n'est pas seulement une blessure physique, c'est une blessure émotionnelle également. Mm. Donc accueillir l'enfant, tiens, qu'est-ce que tu ressens? Ça arrive, ça m'est déjà arrivé de tomber aussi. Est-ce que tu as vraiment mal? Regardez effectivement où il montre qu'il a mal. Et à un moment donné, l'enfant va se sentir dans cette sécurité-là. Et puis, ben voilà, le bobo est envolé. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on remet ce curseur d'écouter ce que l'autre vit, et de voir l'impact que ça va pouvoir apporter sur l'enfant en grandissant, il est plus important, je vais dire, que de vouloir bien faire à tout niveau. On a comment le stress de la vie est parfois plus vite que d'être radical dans nos fonctionnements. C'est de se dire effectivement qu'est-ce que j'amène à mon enfant. Je le mets dans la toute puissance, il est le meilleur, il est le plus fort au niveau scolaire. Cet enfant, à un moment donné, dans la vie adulte, c'est pas le protéger. Non. Il va se confronter finalement avec d'autres adultes qui ne vont pas lui donner cette reconnaissance. Et on voit beaucoup de personnes qui recherchent cette reconnaissance à travers leur travail. Ouais. Et qui vont aller jusqu'à s'épuiser pour essayer d'avoir leur reconnaissance tellement ils l'ont eu dans leur petite enfance. Donc, Oui, tout à fait. quand on parle de curseur, C'est très important de important. pouvoir le comprendre. Alors, la structure de protection, c'est quoi? C'est surtout émotionnel, ce que notre société bafoue aussi. On nous a appris un homme ne perd place, soit fort. On nous a appris il faut souffrir pour être belle. Donc, tous ces stéréotypes des temps passés, vraiment pouvoir faire preuve de discernement par rapport à ce qu'on nous dit que c'est pour notre bien. Donc attention au moment présent à bien raisonner par soi-même. Est-ce que réellement ce que j'apporte à mon enfant, c'est une sécurité à long terme, pas une sécurité immédiate. Oui, par rapport à la surprotection, les études sur le sujet ont montré que la surprotection a autant d'effets destructeurs que la non-protection, la violence intrafamiliale, parce que ça fragilise l'enfant. Un enfant surprotégé n'est pas respecté d'abord dans son autonomie. Il a le droit de tomber, de faire des erreurs, il a le droit de se relever et d'apprendre de ses erreurs. Et le parent surprotecteur finalement ne lui autorise pas ce droit à l'erreur. Et donc, cet enfant est fragilisé au niveau de la confiance en soi. Et donc, du coup, il va peut-être avoir des difficultés par la suite à oser entreprendre, à oser être autonome. Et donc, les conséquences, c'est par exemple justement cette recherche compulsive de reconnaissance et qui se fait alors au détriment finalement de l'écoute de soi. Et donc, comme tu dis, Marie-Christine, ça amène dans des situations de burn-out, parce que si on est tout le temps dans cette recherche compulsive de reconnaissance et qu'on ne s'écoute pas, on n'écoute pas ses limites, et donc on s'épuise à la longue. C'est le comportement de combat qui finalement épuise avec tout le temps l'adrénaline qui nous pousse à aller de l'avant. Et à un moment donné, l'épuisement ramène à l'état de figement, c'est-à-dire j'ai plus aucune énergie, je ne suis plus capable, je me sens impuissant et donc c'est nocif. Et surtout, l'enfant n'est pas préparé à la vie, puisque dans la vie, oh oui, il y a des gens qui nous approuvent, mais il y a des gens qui nous désapprouvent et qui peuvent être hostiles même. Hein, donc, L'enfant doit se construire finalement au niveau de ses expériences. Donc si on empêche l'enfant de faire cette petite expérience, plus il va grandir sans expérience et plus l'expérience va être traumatisante pour lui parce que il n'aura jamais fait d'expérience, un peu comme un oisillot dans un nid. Si on n'a pas permis à l'oisillot dans le nid de commencer à faire battre ses ailes et puis à un moment donné à prendre son envol et qu'on a voulu garder son enfant en surprotection, ça ne va pas permettre à l'enfant de faire, à l'adolescent à faire ses expériences. Et je vais par exemple expliquer une situation où l'enfant finalement se resitue dans un sentiment de peur. Donc quand je parlais tout à l'heure des modèles alternopérants, une maman qui n'a pas reçu l'affection dans son enfance
va se dire, moi, le jour où j'aurai des enfants, je vais offrir toute l'affection à mon enfant. Tout va être pour mon enfant et mon enfant va devenir finalement mon centre d'intérêt, de protection, d'amour. Et le trop d'amour va pouvoir étouffer également l'oisillon dans son nid. Mm. Et c'est plus difficile alors pour l'enfant adolescent ou jeune adulte de pouvoir faire ces expériences parce qu'il n'aura pas fait étape par étape. Donc, c'est ce qu'on appelle finalement l'autonomie avec des repères. Les repères sont là simplement pour expliquer à l'enfant qu'il a la capacité de le faire, qu'il peut expérimenter et que c'est même il rate dans son expérience. C'est pas grave, c'est une expérience. Et une expérience, c'est ça qui nous construit finalement pour pouvoir aller de l'avant. Donc on voit que ce mécanisme d'empathie, finalement, où on veut tout bien faire pour l'autre, va priver l'autre de ses propres expériences. Et je vois souvent aussi la casquette de sauveur chez ces personnes. Casquette de sauveur qui va faire en sorte qu'il n'y a pas de demande et la personne va tout de suite aller aider la personne qu'elle voit démunie de solutions. Mais c'est également priver la personne de trouver ses propres solutions. Donc ce n'est pas systématiquement une aide de porter cette casquette Non. de sauveur. Et d'ailleurs, ça va souvent de pair avec une empathie mal orientée, parce que quand on est dans le rôle de sauveur, on anticipe les besoins de l'autre qui ne sont pas nécessairement la réalité. Et donc, on a une empathie, mais qui va s'orienter de façon inappropriée, parfois, vers des prédateurs. Hein, puisque le prédateur, lui, il va cacher ses besoins, son ressenti, et le sauveur va les anticiper. Et donc, ce sauveur, il va orienter son empathie vers quelqu'un qui refuse qui refuse d'être aidé. Donc, ça amène à la mise sous emprise. Tout à fait, et puis ça fait des jeux de pouvoir finalement, Ah c'est ce oui. qu'on appelle le triangle de Karpman. Voilà, oui. Oui, donc dans le triangle de Karpman, qui est défini comme un triangle de la manipulation, le sauveur veut aider le prédateur, donc celui qui se présente très souvent en victime, et ensuite c'est le sauveur qui va être dans le rôle de victime parce que le prédateur refuse d'être aidé et il agresse. Et donc ainsi on tourne dans le triangle de Karpman et c'est vraiment destructeur. Donc revenons-en à l'empathie. Donc l'empathie est le terreau fertile dans un terrain fertile. N'allons pas mettre de l'empathie là où il n'y a pas de terrain fertile à l'empathie. Et ne privons pas les autres de faire leurs propres expériences sous prétexte que quelque part c'est notre besoin de sauveur qui va se manifester. Et avec comme critère quelque part notre vécu, notre croyance sur ce que l'autre a besoin, alors que le besoin n'est peut-être pas le même que celui que l'on peut imaginer. C'est ça. Donc ça rentre également dans les prises de pouvoir et les abus de pouvoir dans des relations qu'on voudrait avoir saines, et notamment avec les enfants, dire à ces enfants qui sont devenus de grands adolescents ou de jeunes adultes, c'est permettre à l'enfant de faire son expérience en lui parlant plus des repères que des privations d'expérience. On entend souvent parler de personnes qui sont tout le temps assistées, et je n'aime pas du tout ce mot de personnes assistées, c'est simplement des personnes qui ont juste envie de faire leur expérience, parfois différemment que celle qu'on voudrait voir opérer. Donc on le voit aussi dans le monde du travail, où on est avec des gens qui sont toujours assistés. Et si on ne permet pas à la personne de faire sa propre expérience et ses propres erreurs, ou alors de donner des francs repères, on n'aboutit pas à une relation saine. Donc je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport justement à cette forme dans notre société où la force est mal identifiée finalement. Oui, c'est la protection, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la parentalité. Elle procure de la sécurité, mais la domination dans notre société, finalement, elle est associée à des attributs de pouvoir, l'argent, le statut social, la protection par toutes sortes de cadeaux, etc. C'est une fausse protection et beaucoup de victimes ont cru trouver la protection, sécurité dans un rapport de domination. Et ça, c'est vraiment très fréquent dans notre société et c'est à repérer, donc savoir que
protection n'est pas égale à domination, c'est la protection associée à de la sécurité intérieure. Et donc finalement, ce qui est très important, c'est d'établir une relation de protection de soi à soi, c'est-à-dire être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de ses propres besoins, pour que, en tant qu'adulte, nous puissions protéger l'enfant en nous, c'est-à-dire cette partie sensible, cette partie émotionnelle, avec des besoins fondamentaux. Et cette protection de soi est indispensable pour ne plus entrer dans des jeux de pouvoir et de manipulation. Être en sécurité à l'intérieur de soi, c'est se protéger et c'est trouver des ressources qui nous donnent cette sécurité par nous-mêmes. Vous allez remarquer souvent, des personnes disent, je ne sais même plus ce que j'ai envie, je ne sais même plus qui je suis, je ne sais plus ce qui me fait du bien. Et que c'est là qui est finalement ce processus de s'être écarté de soi pour correspondre à quelqu'un d'autre. Et on peut voir même des personnes alors qui sont dans une confusion totale, des moments agréables de passer, des moments, je vais prendre un cas bidon, j'adore aller en randonnée et c'est vraiment super agréable d'aller en randonnée et quelque part on confond j'adore la personne ou j'adore la randonnée, on n'arrive plus à faire la différence entre le moment que l'on passe qui est agréable ou la personne qui est quelque part soit une figure d'attachement, soit réellement de l'amour. La personne ne fait plus la différence entre figure d'attachement et la figure réellement amour qui apporte effectivement tout ce panache où on se sent dans une adrénaline, où on se sent dans la sérotonine, confondu avec le moment entre la personne et le moment passé. Donc il y a l'importance de ressentir son besoin. Tiens, j'ai envie d'être à deux, ou j'ai envie de faire de la randonnée. J'ai envie de passer un moment à plusieurs ou j'ai besoin de passer un moment seul. Et ces personnes-là, elles ont peur d'être seules, je dirais souvent. Donc, elles vont alors s'accrocher à la personne qui va permettre de passer ce bon moment. Donc, c'est là qu'il y a parfois confusion du besoin. Oui, donc quand on n'est pas dans l'écoute de ses besoins, bah, du coup, on va confondre son véritable besoin avec ce qui se passe dans la relation, projeter dans l'autre des attentes qui ne sont pas satisfaites finalement, nécessairement. Et donc, on est dans une fuite de soi. Hein, donc, et ça peut amener des relations de dépendance affective, mais aussi des relations d'abus. Hein, puisque finalement, on projette dans l'autre des choses, on n'écoute pas ses besoins, et ça peut amener des relations de manipulation. Tout à fait. Donc la personne, ayant bien compris votre besoin mieux que vous, va utiliser ce moment randonnée, par exemple, pour pouvoir vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour vous rendre dépendant de cette personne. Donc attention de bien correspondre à vos propres besoins. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme je dis souvent. Voilà. Et réapprendre, peut-être même par une thérapie ou un accompagnement, réapprendre à se réécouter, à ressentir ce qui résonne en la personne, quoi, ce moment nature, ce moment randonnée, ou ce besoin d'être avec cette personne-là ou une autre, ou simplement le moment de partage. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion entre j'ai envie de partager le moment et j'utilise la personne pour partager le moment. Finalement, c'est encore un danger également. Donc là, on pourrait se mettre aussi dans une confusion de rôle. Je pense que la première étape, c'est de prendre conscience qu'on est dans la fuite de soi, je veux dire. Donc, fuite de soi, c'est fuite de ses sensations, de ses émotions, de ses besoins, à cause de souvenirs du passé qui nous ont amenés à fuir son intériorité, mais entrer alors dans des relations de dépendance. Donc, prendre conscience qu'on est dans ce comportement de fuite et de dépendance, c'est la première étape. Et ensuite, être à l'écoute, s'autoriser à être à l'écoute de soi, en sachant que quand on est seul, on peut être à l'écoute de soi et accepter sa souffrance, accepter ses émotions pénibles. On peut les accueillir, prendre soin de l'enfant intérieur qui a été blessé, le réconforter, hein, c'est en étant bienveillant avec soi,
en étant affectueux avec la partie de nous qui est en souffrance et en répondant à ses besoins. Ça demande du temps, hein, donc pour sortir de cet état de fuite, ça demande du temps, le temps de l'écoute de soi, l'écoute de son ressenti et trouver les mots justes pour parler à cet enfant intérieur blessé. Par exemple, la première étape, c'est souvent de s'excuser de ne pas l'avoir écouté, hein, parce qu'on n'a pas été capable dans l'enfance de l'écouter étant son réconfort étant enfant. En grandissant, on n'a pas pu réconforter son enfant intérieur. Donc, d'où l'importance de pouvoir offrir ça aux enfants petits. Donc, ne pensez pas qu'un enfant s'ennuie dans ses jouets. Un enfant a besoin de se construire également seul avec ses jouets pour justement créer cette confiance en lui, cette connexion de lui à lui, de l'enfant à l'enfant. Les enfants, à l'heure actuelle, on dit que les enfants s'ennuient, mais les enfants n'ont plus beaucoup le temps de s'ennuyer. Ils sont tellement occupés dans plein d'activités que l'enfant ne se reconnecte plus à lui. Et ça, c'est aussi un piège de la société, je veux dire. Il faut être tout le temps dans le faire, plus dans le être. Donc l'enfant qui va pouvoir jouer seul momentanément, c'est en partie important pour lui aussi de se construire lui-même. Et d'un autre côté, être simplement attentif à qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il joue, qu'est-ce qu'il dessine. Le regard qu'on va porter sur l'activité de l'enfant va aussi construire sa volonté d'être seul avec sa construction. Donc c'est important de pouvoir le comprendre qu'on peut offrir ça quand l'enfant est tout petit. Donc quand je dis tout petit, à partir du moment où il sait marcher, bien entendu, si l'enfant a envie de dessiner, c'est de lui apprendre à dessiner. S'il dépasse, c'est pas grave, c'est pas le but. L'objectif, c'est de ne pas commencer à le mettre dans la performance non plus, mais de le laisser aller avec son imagination, par exemple. Donc, vous voyez comment on peut construire la confiance de l'enfance et se reconnecter à lui-même petit, en étant dans la sensibilité, dans l'engagement d'être présent s'il a une demande, d'avoir une réciprocité. Qu'est-ce que j'appelle la réciprocité? C'est vous voyez l'enfant sourire, vous lui souriez, c'est déjà une réciprocité dans la relation et permettre cette construction finalement petit. Oui, l'enfant, on oublie souvent que l'enfant a besoin d'être vu. Hein, ça fait partie des éléments essentiels d'une relation sécurisante avec un parent, c'est de lui donner cette attention, qu'il se sente vu et reconnu. Hein, c'est pas seulement les compliments, c'est aussi regarder l'enfant, être présent pour lui au niveau de ce qu'il ressent, aussi bien de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit. Et donc ce besoin d'attention est très important. Hein, donc c'est ça qui fait que quand il est frustré à l'âge adulte, on est tout le temps en quête d'attention et on monopolise la parole pour espérer que notre enfant intérieur soit satisfait. Et ça, c'est une quête sans fin, parce que c'est d'abord de se donner à soi-même cette reconnaissance qu'on n'a pas eue dans l'enfance. Hein. Voilà, et on va peut-être clôturer avec le miroir qu'on va offrir ici, c'est-à-dire que beaucoup de personnes sont dans la peur du regard de l'autre, parce qu'ils n'ont pas connu le regard bienveillant finalement dans la petite enfance. Donc le regard bienveillant dans la petite enfance va construire aussi cette coupure d'avoir besoin d'être vu par l'autre dans ce que l'on fait ou ce que l'on est, reconnaître soi-même qui on est par ce regard bienveillant tout simplement. Mais oui, quand il y a compulsion, là c'est un signal qu'il y a une blessure affective. Ce besoin d'être vu, je veux dire, il est fondamental, donc il est présent chez tous les êtres, mais dans la mesure où on ne se le donne pas à soi-même, cette reconnaissance, là, ça devient compulsif. Et là ça peut être dangereux au niveau des risques de manipulation. Et donc, là, c'est important d'être à l'écoute de l'enfant intérieur pour répondre à son besoin de soi à soi. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre j'aime et je vous donne rendez-vous pour une autre fois. Merci Christine. Merci Marie-Christine.